Bonjour à tous et à toutes, tout particulièrement aux élèves des classes de 5e du collège Charlotte Delbault de Tronget. Bienvenue pour ce qui constituera notre troisième séance consacrée à la séquence 3 de géographie et qui s'intitule, je vous le rappelle, Nourrir l'humanité, avec comme problématique comment mieux nourrir l'humanité dont les besoins alimentaires sont en constante augmentation. La dernière fois, nous avons mené une étude de cas qui nous a conduit au Brésil, 5e population de la planète, qui se doit de relever le défi de la sécurité alimentaire pour tous ses habitants et donc particulièrement pour les plus pauvres. Et nous avons vu que ça n'était pas un défi si facile à relever que cela pour un pays qui n'est pas un pays riche. Mais, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et c'est une sorte de prolongement de l'étude de cas, nous allons voir que l'agriculture du Brésil est capable de relever les enjeux de la sécurité alimentaire et de l'alimentation plus globalement, mais toute la question sera de savoir de quelle agriculture nous parlons, parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que plutôt que de parler d'une agriculture, il vaudrait mieux parler des agricultures du Brésil. L'agriculture brésilienne et les enjeux de l'alimentation, ça sera donc notre grand C, notre troisième séance. La problématique est la suivante. À l'échelle du Brésil, comment l'agriculture peut-elle concilier le développement durable et la croissance de la population ? Et comme je vous l'ai laissé entendre sur la diapo précédente, en fait, vous allez voir qu'il existe plusieurs agricultures, elles sont au nombre de 3, et qu'elles ne sont pas toutes capables de concilier le développement durable et la croissance de la population. Tout le problème est là. Je vous rappelle qu'en géographie, la carte, c'est le document de base de toute étude, quelle qu'elle soit. Donc, vous voyez que notre premier document est donc une carte de l'agriculture du Brésil. Donc, je vous en laisse prendre connaissance. Vous pouvez voir qu'il y a deux éléments de légende, il y a deux sortes de légendes, des plages de couleurs, des aplats de couleurs, vert tendre, vert clair, jaune, selon le type d'agriculture qui est pratiqué dans la région concernée. En jaune, ça va être l'agriculture commerciale, le soja, le café particulièrement. Donc vous pouvez constater que cette agriculture, elle est plutôt centrée dans un tiers centre-sud du pays, du Mato Grosso, du centre-ouest jusqu'au sud-est et au sud. Au nord-est, on a au contraire une agriculture vivrière, c'est-à-dire une agriculture de subsistance familiale, où les petits paysans essaient tant bien que mal de survivre et de permettre à leur famille et à leurs voisins de se nourrir. C'est plutôt donc la région du nord-est. Vous avez un troisième ensemble régional qui est le nord et le nord-ouest du pays, qui embrasse toute l'Amazonie et qui concerne la forêt amazonienne. Alors on pourrait croire que la forêt amazonienne n'est pas cultivée, puisque c'est une forêt et qu'elle échappe donc à la mise en valeur agricole, mais vous allez vous rendre compte que c'est de moins en moins le cas, puisque vous voyez apparaître à la lisière entre les espaces cultivés par l'agriculture commerciale ou par l'agriculture vivrière, c'est-à-dire les espaces en jaune ou en vert clair, vous voyez apparaître une ligne rouge avec des indentations, ce qu'on appelle les fronts pionniers.
C'est-à-dire, vous voyez, ça, on dirait que ça représente une sorte de lèvre, une sorte de mâchoire en train de dévorer la forêt amazonienne, mais c'est tout à fait le cas. La forêt amazonienne est en train de reculer. La forêt est en train de reculer, exactement comme c'est exactement le même type de scénario que ce que l'on a vu il n'y a pas très longtemps en histoire lorsqu'on a évoqué les grands défrichements des 12e et des 13e siècles en Occident. La problématique est la même. Pour augmenter les cultures, céréalières ou autres, eh bien, il faut faire reculer la forêt. Et c'est très exactement ce qui est en train de se passer au Brésil. Et alors, vous m'avez entendu dire qu'il y avait trois types d'espaces, trois types d'agriculture, et je viens d'évoquer trois espaces agricoles. Donc, vous allez vous dire, eh ben, c'est simple, nous les avons sous les yeux. En réalité, pas tout à fait. Parce qu'il manque sur cette carte un type d'agriculture dont on va beaucoup parler au cours de cette séance, c'est l'agriculture biologique, c'est l'agriculture bio. Or, le problème, c'est que cette agriculture est très très difficile à cartographier. La preuve, c'est d'ailleurs qu'elle n'apparaît pas du tout sur la carte et je tâcherai de vous expliquer pourquoi le moment venu. Alors, faire de la géographie, ça ne consiste pas uniquement à commenter des cartes, ça sert aussi, c'est d'ailleurs ce à quoi sert la carte, à se repérer, à se situer dans l'espace. Je vais vous parler d'une première agriculture qui est probablement la plus spectaculaire, surtout pour les étrangers. C'est la plus connue, c'est celle qui a permis au Brésil de devenir une des plus grandes puissances agricoles au monde. C'est l'agriculture dite commerciale, l'agriculture commerciale d'exportation. C'est-à-dire que l'essentiel de sa production est destiné à nourrir non pas la population brésilienne, mais très clairement le reste du monde. Et ben, ça veut dire concrètement que votre jus d'orange du matin, le jus d'orange, il y a de fortes chances pour qu'il provienne d'oranges qui ont été cultivées au Brésil, par exemple. Bon, donc c'est de cette agriculture qu'on appelle aussi parfois l'agro-business, hein, elle a plusieurs noms cette agriculture que je vais évoquer pour vous, et elle est située plutôt dans la moitié nord-ouest du Brésil, entre le Mato Grosso, c'est l'état régional numéro 10 sur la carte à gauche, il est en bleu, il est à peu près au centre du pays. Et donc vous allez voir naître l'agriculture commerciale d'exportation avec la culture du soja qui a pour conséquence bien, la déforestation. Hein. Si vous regardez les deux petites images de votre diapo, on voit que la frontière elle est très nette entre la forêt à gauche, ce qu'il en reste du moins, et puis ce qui a probablement été de la forêt quelques années avant, mais qui est devenu des parcelles cultivées en soja. Et sachant que le soja va continuer à gagner du terrain, et que pour aller plus vite, hein, parce qu'il n'est pas question de déforester, de défricher comme on le faisait au Moyen-Âge à coups de hache, eh bien vous voyez que les Brésiliens mettent littéralement le feu à leur forêt. Donc voici ce que je voulais vous dire avant de vous présenter la première vidéo. Il s'agit d'un reportage qui date de 2005 qui vous présente une exploitation commerciale fondée sur la culture du soja au Brésil. Je vous en souhaite une bonne découverte. Le géant vert a un appétit démesuré. Les surfaces cultivables sont tellement énormes qu'il faut une armée de moissonneuses guidées par GPS pour récolter un champ. Le nouveau filon, c'est le soja. Il procure un quart de ses revenus agricoles au Brésil.
Ici, dans l'état du Mato Grosso, le soja n'existait pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, il couvre l'équivalent de 13 départements français. Ottaviano Pivetta est le plus gros producteur de la région. Sa terre est si grande qu'on ne peut la voir que d'avion. Il a démarré avec 50 hectares de soja à l'époque où la terre ne valait pas grand-chose. Ottaviano, Sim, senhor. como vai? Senhor, demorou, mas chegou. Tudo bem? Eu mesmo não esperava que fosse evoluir. Je ne pensais pas que ça allait évoluer aussi vite. Achava tudo muito bonito. J'aimais bien cette terre plate. Mais la terre de la savane est peu fertile. Bon, il y avait une bonne topographie, de la pluie, du soleil. Les ressources naturelles semblaient bonnes. Il ne manquait que la fertilité. Cet aventurier est arrivé en même temps que les techniques de fertilisation. Aujourd'hui, il cultive 100 000 hectares et le prix de sa terre a été multiplié par 20. On a besoin d'optimiser l'utilisation de la terre, alors on fait 2 récoltes par an. Il faut qu'on récolte rapidement, ça veut dire récolter aujourd'hui et planter aujourd'hui. Tout est chronométré. Et en plus, comme ici il pleut beaucoup, dès que le temps est bon, il faut en profiter pour aller vite. C'est pour ça qu'on a beaucoup de machines. Les moissonneuses sont encore dans le champ. On sème déjà la deuxième récolte. Avec ses méthodes éclairs, Ottaviano s'est retrouvé à la tête d'un empire de plus de 200 millions d'euros. Le premier reportage a mis l'accent sur le gigantisme, sur l'aspect quasi industriel de l'agriculture commerciale d'exploitation. Le deuxième reportage, qui est à peu près situé dans le même périmètre, hein, c'est dans le Mato Grosso, toujours, c'est-à-dire dans cette région centrale du Brésil où la forêt est en voie de quasi-disparition. Ce deuxième reportage évoque également la culture du soja, mais cette fois-ci sur ses conséquences négatives pour l'environnement en particulier, mais aussi pour la vie quotidienne des habitants. Donc je vous le laisse découvrir, hein, il est assez court, il dure 1 minute 30, voilà, et je vous retrouve après. Des champs à perte de vue à la place des forêts. Voilà à quel prix le Brésil est devenu le deuxième producteur mondial de soja derrière les États-Unis. Les autorités n'ont cessé d'encourager le développement de l'agriculture intensive, notamment dans l'état du Cerrado, grand comme 4 fois la France. Cela a évidemment des conséquences sur l'environnement, avec des cours d'eau asséchés, une faune et une flore impactées, sans parler des populations locales chassées de leurs terres. Ceux d'entre nous qui étaient habitués à obtenir des matières premières du Cerrado, ceux qui étaient habitués à en retirer les fruits, ne peuvent plus. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus que du soja. Au cours de la dernière décennie, plus de 100 000 km² ont été déboisés dans le Cerrado, selon les chiffres fournis par le gouvernement. C'est 2 fois plus qu'en Amazonie, où la mobilisation des écologistes pour protéger la forêt a porté ses fruits. La loi permet toujours à une très grande zone d'être déboisée. Les différentes estimations montrent qu'entre 40 et 50 millions d'hectares du Cerrado peuvent être légalement déboisés. Il y a encore beaucoup de zones avec une végétation primaire qui ont un fort potentiel pour l'agriculture. Comme bien souvent, tout l'enjeu est donc de concilier développement économique, avec une croissance du secteur agricole de 13% l'an passé au Brésil, et protection de l'environnement, sachant que le Cerrado abrite 5% des espèces présentes sur la planète. Vous l'aurez donc compris, cette agriculture commerciale d'exportation, c'est celle qui, sur la carte que nous avons étudiée tout à l'heure, correspond à l'espace colorié en jaune, c'est-à-dire le centre du pays, mais également le sud et le sud-est. Voilà, donc encore une fois, c'est la plus industrielle, c'est la plus puissante et c'est la plus connue dans le monde entier, mais comme vous pouvez le voir, c'est certainement également la moins respectueuse en matière d'environnement. L'image que vous avez sous les yeux représente ce qu'on appelle un front pionnier, c'est-à-dire la ligne avec des indentations en rouge sur la carte
du début de séance. Et on voit qu'un front pionnier, en réalité, c'est constitué de 4 étapes qui sont toutes représentées sur la photographie. Donc la première étape, c'est la forêt équatoriale qui est encore préservée, mais pour vraiment plus très longtemps. Puisque juste à côté, c'est l'élément de légende numéro 2, vous avez la forêt qui a été incendiée par les agriculteurs, et pas accidentellement, hein, volontairement, encore une fois, pour défricher le plus vite possible à moindre frais. Et en plus, quand on a fini de faire brûler la forêt, déjà on s'est débarrassé des souches qui sont les plus embêtantes à enlever et qui peuvent briser les machines qu'on va utiliser pour labourer le sol. Donc on se débarrasse des souches en mettant le feu. Mais en plus, la cendre récoltée va engraisser naturellement, c'est un engrais naturel, va enrichir le sol. Donc ça n'a pratiquement que des avantages, avec malgré tout un énorme inconvénient, celui de la pollution de l'atmosphère. Et ensuite, il n'y a plus qu'à soit mettre en culture, ou quand on ne fait pas pousser du soja mais qu'on élève du bétail, transformer la terre en pâturage, prêt à accueillir le bétail. Et donc du coup, on arrive à un véritable match, enfin c'est même plus qu'un match, c'est une guerre, élevage contre forêt. Et oui, comme dans les campagnes de l'Occident médiéval des XIIe et XIIIe siècles. En Amazonie, les éleveurs brûlent 1 hectare de forêt primaire toutes les 18 secondes. Ça en fait des hectares depuis le début de la séance. Et le Brésil, 1 hectare, je vous le rappelle, c'est un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Hein. C'est-à-dire pas tout à fait, un peu moins de 2 terrains de football. Et le Brésil est le 4e émetteur de gaz à effet de serre de la planète. C'est sur ces fronts pionniers, territoires en transition entre la forêt et des paysages agricoles nouveaux, exploités en majorité par des éleveurs ou des cultivateurs de soja, que se joue le drame de la déforestation amazonienne. Entre-temps, le Brésil est devenu le premier exportateur de bœuf au monde, avec 30% du marché. 1 bœuf sur 3 vendu dans le monde est maintenant brésilien. Mais on pourrait en dire autant pour le poulet, par exemple, ou le soja. Il possède le plus grand cheptel, c'est-à-dire le plus grand troupeau de la planète, avec 200 millions de têtes, dont 30 millions en Amazonie. C'est-à-dire qu'il y a de cela 40 ans, on ne trouvait pas un seul bœuf en Amazonie. Non, on trouvait que des arbres. Maintenant, en Amazonie, ça devient très difficile de trouver des arbres. Par contre, des élevages de bovins, ça, on en voit à perte de vue. Globalement, grâce à l'agriculture commerciale d'exportation, le Brésil a atteint le 5e rang mondial. Mais en réalité, sur bien des productions, le Brésil est même aujourd'hui sur le toit du monde. Pour ce qui est du sucre, du jus d'orange, du café, ou encore de la viande de bœuf, comme vous pouvez le voir. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, des produits agricoles brésiliens, on en trouve partout dans les supermarchés français, comme dans le reste du monde. Et ça finit même d'ailleurs par poser une redoutable concurrence pour les agriculteurs français. Et par exemple, la filière volaillère française a disparu au début des années 2000, victime de la concurrence brésilienne. Oui, parce que quand vous vendez un poulet 5 fois moins cher en le produisant à l'autre bout de la planète, c'est-à-dire au Brésil, que quand vous le produisez en Bretagne, et forcément les clients après ils achètent au moins cher le plus souvent, et donc votre poulet qui vous a coûté 5 fois plus cher, qui est made in France, vous le vendez pas et vous mettez la clé sous la porte. Et c'est ce qui est arrivé à la filière volaillère française. Donc c'est pour vous dire à quel point l'agriculture commerciale d'exportation brésilienne est devenue puissante. Elle fait peur à ses concurrents.
Mais il n'y a pas qu'aux agriculteurs français que l'agriculture commerciale d'exportation pose de gros problèmes. Elle en pose aussi à la société brésilienne tout entière et tout particulièrement à ceux qu'on appelle les paysans sans terre, c'est-à-dire ces petits paysans pauvres de l'agriculture vivrière familiale, celle du Nord-Est que l'on va découvrir, mais aussi celle qui est soutenue par le gouvernement fédéral dans le cadre de la Bolsa Familia et du programme Brésil sans misère, dont j'ai parlé dans la séance précédente, parce que vous comprenez bien que quand 43% des terres agricoles appartiennent à moins de 1% des propriétaires, et que vous avez donc des paysans qui crèvent de faim sur leur lopin de terre à eux, ça va socialement poser des problèmes. La taille moyenne d'une exploitation familiale est de 18 hectares contre plus de 300 en moyenne pour les grandes exploitations tournées vers l'exportation. Donc forcément, les actions du mouvement des travailleurs ruraux sans terre, MST au Brésil, avec leur drapeau rouge là, visent à permettre à des familles pauvres d'obtenir davantage de terres. Et évidemment, c'est un dialogue de sourds avec les grands propriétaires qui n'ont pas l'intention de partager leur richesse et leur exploitation avec les pauvres. Donc le climat est souvent tendu, comme le montre cette image. Et puis, l'agriculture commerciale d'exportation est une agriculture qui est dangereuse et qui n'est pas sans risque de scandale sanitaire, parce que, comme vous pouvez le voir, pour ce qui est du respect de l'environnement, il ne faut pas trop compter sur l'agriculture commerciale, et plus grave encore, c'est que chaque Brésilien avalerait chaque année un peu plus de 5 litres d'agrotoxiques, c'est-à-dire des engrais et fertilisants chimiques, pesticides, qui sont utilisés par l'agriculture commerciale d'exportation. Et évidemment, ça finit par avoir des conséquences dramatiques sur la santé des gens, bien sûr, parce que les pesticides, c'est peut-être génial pour faire pousser les cultures, mais pour la santé de l'homme, les résultats seront dévastateurs en termes de cancer, par exemple, ou autre. Alors maintenant, il est temps de passer à une deuxième agriculture qui est beaucoup moins puissante, qui est beaucoup moins dynamique, mais qui est certainement bien plus ancienne et qui pourtant tente de faire survivre un bien plus grand nombre de paysans. C'est l'agriculture vivrière, que l'on peut également appeler l'agriculture familiale, celle de ces tout petits paysans non pas par leur taille, vous l'aurez compris, mais par la taille de leur exploitation, c'est-à-dire des gens qui travaillent de toutes petites parcelles. Et on ne peut pas ne pas penser au cours d'histoire que l'on vient de voir ensemble sur les paysans des campagnes de l'Occident médiéval, où on voit des gens qui travaillent encore parfois, même pas à la charrue, mais à l'arère, qui travaillent avec des outils qui ne sont peut-être pas bien plus évolués que ceux que tenaient en main les paysans du Moyen-Âge. On a affaire à une agriculture qui est extrêmement archaïque. Alors si vous ne connaissez pas le sens du mot archaïque, archaïque ça veut dire complètement dépassé, complètement tellement ancien, usé jusqu'à la corde. Voilà, ça veut dire que c'est pas avec ce genre d'agriculture que le petit paysan va s'enrichir. Ce n'est pas ces haricots que vous allez retrouver certainement en tête de gondole de votre
autres supermarchés, parce que ce qu'il produit, eh ben, ça va être pour se nourrir lui, sa famille, éventuellement gagner 2-3 réaux. Je vous rappelle que le réal, c'est la monnaie locale, sur le marché local, mais ça sera tout. C'est une agriculture qui est très pauvre, c'est une agriculture qu'on pourrait même qualifier de survie, et c'est une agriculture qui est plutôt située dans le nord-esté. Et ben oui, c'était l'espace en vert très pâle sur la carte que nous avons vue en début de séance. Alors évidemment, si on compare ces deux agricultures brésiliennes, il est quand même clair qu'elles n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est qu'elles sont toutes les deux situées au Brésil. Mais après, on peut se demander si on peut parler du même métier pour les paysans qui sont des ouvriers, en fait, qui sont des conducteurs de moissonneuses-batteuses d'un côté, et puis le petit paysan avec son arère, comme il aurait cultivé la terre 1000 ans plus tôt. Il n'y a pas grand-chose en commun entre l'agriculture commerciale d'exportation qui, comme son nom l'indique, va nourrir les estomacs de la planète quasi entière, et à côté, eh bien, le petit paysan qui n'arrive pas à se nourrir. Et si vous retournez à la carte du début de la séance, vous verrez que le nord-esté est l'une des régions du Brésil où la sécurité alimentaire n'est pas assurée, alors même qu'une bonne partie de la population locale passe son temps à cultiver la terre. C'est quand même un paradoxe inquiétant. Mais je vous ai parlé en début de séance de 3 agricultures brésiliennes. Or, jusqu'à maintenant, on n'en a vu que 2. L'agriculture commerciale d'exportation, puis l'agriculture familiale vivrière, ça en fait 2. Il nous faut maintenant découvrir la fameuse agriculture, celle qu'il n'y a pas moyen de cartographier pour l'instant au Brésil, c'est l'agriculture biologique, autrement dit l'agriculture bio. Alors pour ça, j'ai trouvé un reportage écrit, un article de presse dont j'ai gardé les meilleurs passages et que je vous propose de lire et de découvrir avec moi. Mathias Lima emporte 70 caisses de primeurs biologiques sur le marché de Flamengo et autant sur celui de Botafogo. Il y a 5 ans, c'était 3 fois moins, explique le maraîcher. Un maraîcher, c'est un agriculteur qui cultive des fruits et des légumes. Dans l'arrière-pays de Rio de Janeiro, ces 2 hectares de citronniers, manioc ou laitue ne reçoivent pas une goutte de produits phytosanitaires. Le producteur pratique la rotation des cultures, c'est-à-dire que une saison, il fait pousser de la laitue, la saison d'après, il fera pousser autre chose à la place. Il bâche les carrés de potiron contre les mauvaises herbes, étale du compost au pied des maïs, et depuis 2 ans, il écoule quasiment tout en vente directe. Le Brésil, 5e puissance agricole de la planète, mais premier consommateur de pesticides, voit l'agriculture biologique se développer à grande vitesse. Le nombre d'exploitations bio a doublé entre 2012 et 2015 pour dépasser les 10 000. Si on compare avec le soja ou la canne à sucre, cela reste insignifiant, moins de 1% de la production. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas encore cartographier la production agricole biologique à l'échelle d'un État-continent comme le Brésil, parce que 1% de la production, vous comprenez bien que c'est quasi insignifiant. C'est une agriculture qui est en plein essor, mais c'est une agriculture surtout qui fait ses débuts. Mais la croissance est impressionnante. Des supermarchés ont acheté 40% de bio de plus en 1 an. Expose le porte-parole d'Organix Brasil, un organisme chargé de promouvoir le bio brésilien à l'étranger. Mais le bio brésilien doit encore relever d'immenses défis.
La certification nationale n'est entrée en vigueur qu'en 2011. Nous sommes très en retard. Du côté des producteurs, investir dans la production biologique, c'est observer une baisse de productivité de leur plantation de canne à sucre durant plusieurs années. Et donc, qui dit perte de productivité, dit perte de revenus. Les agriculteurs savent que pendant plusieurs années, ils vont gagner moins d'argent. Et ça constitue un frein énorme au développement de l'agriculture biologique. Parce que il faut pouvoir gagner beaucoup d'argent, surtout quand vous avez des remboursements d'emprunts à faire auprès des banques, parce que vous êtes un gros exploitant, que vous avez une exploitation de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers d'hectares, que vous avez des milliers de salariés à payer, que vous avez des tracteurs, des moissonneuses batteuses, à rembourser ou à changer. Tout ça, ça a des coûts énormes. Et donc, accepter de perdre de l'argent pendant des années afin de cultiver en bio, eh bien, tout le monde n'a pas la patience et surtout, tout le monde n'a pas les moyens d'être patient. Quant aux éleveurs, alors eux, c'est un autre problème. Les éleveurs bio, ils peinent à trouver des aliments bio pour leurs bêtes, car le soja brésilien, qui est quand même la base de l'alimentation animale, il est OGM, c'est-à-dire organisme génétiquement modifié à 93%. Autrement dit, c'est quasiment mission impossible de trouver du soja bio. Et le maïs, pareil, à 82%. Donc ça veut dire que si vous faites manger à vos animaux de la nourriture qui n'est pas bio, vous ne pourrez pas obtenir le label bio. Ah ben non, sinon après c'est de l'escroquerie. Enfin, la consommation des aliments bio reste globalement cantonnée aux beaux quartiers de Rio de Janeiro, là comme Botafogo, ou Sao Paulo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face. L'agriculture bio, c'est une agriculture qui est de meilleure qualité, mais de production moindre. Donc ça veut dire que si l'agriculteur bio, il veut rentrer dans ses frais, et puis s'il veut quand même aussi gagner un peu sa vie et élever sa famille, et ça c'est quand même normal, eh bien il est obligé d'augmenter les prix. C'est-à-dire que l'agriculture bio entraîne un surcoût pour le consommateur. Et dans un pays riche, ça ne pose pas de problème. Quand vous avez des gens qui ont les moyens et qui sont soucieux de manger sain, ils vont mettre le prix. Mais quand vous avez affaire à des pauvres, les pauvres des favelas, des bidonvilles au Brésil, eux, ils voudraient bien manger sain, mais de toute façon, ils n'en ont pas les moyens. Donc, ils ne vont pas pouvoir manger bio. Le bio, c'est un luxe pour les habitants d'un pays pauvre. Autrement dit, l'essor de l'agriculture bio est impressionnant, mais le bio n'a pas encore les moyens de concurrencer l'agriculture commerciale d'exportation ou même de séduire les petits paysans pauvres de l'agriculture familiale vivrière. Voici enfin venu le moment tant attendu par la très grande majorité d'entre vous, c'est-à-dire l'exercice de synthèse qui va nous permettre de récapituler tout ce que nous venons de voir au cours de la séance. Je vais vous proposer de comparer nos trois agricultures brésiliennes, c'est-à-dire l'agriculture vivrière ou si vous préférez familiale, celle du Nord-Est, celle qui était en vert très pâle, l'agriculture commerciale d'exportation, celle du soja, celle qui était en jaune vif sur la carte, et celle aussi des fronts pionniers, les indentations rouges sur la carte, et puis la troisième agriculture, celle qu'on ne voit pas sur la carte, celle qui n'en est encore qu'à ses débuts, l'agriculture bio, ou si vous préférez, l'agriculture biologique. Donc on va en dresser un bilan, et on va dresser un bilan en positif en vert, en négatif en rouge, et on va dresser le bilan selon
3 angles de vue qui correspondent aux 3 piliers du développement durable, c'est-à-dire l'angle de vue économique, l'angle de vue sociétal et l'angle de vue environnemental. Et donc l'idée, c'est que pour chacune des cases du premier tableau, c'est-à-dire les 2, 4, 6 premières lignes du tableau, je vais vous demander dans un premier temps de mettre soit du vert, soit du rouge. Juste le premier tableau. Mettez-moi en pause, le temps de faire le travail, et je vous dis à tout à l'heure. Alors, voici le corrigé. Alors, pour l'agriculture vivrière, la situation est malheureusement assez dramatiquement simple. Tout est en négatif, que ce soit le bilan économique, puisque c'est une agriculture dépassée, c'est une agriculture qui n'est pas rentable. Donc sur le plan sociétal, c'est pas mieux, puisque les agriculteurs n'ont pas les moyens de gagner leur vie, et du coup les enfants, souvent, au lieu d'aller à l'école, ils aident au champ, parce que c'est un peu comme au Moyen-Âge, hein, s'ils veulent manger, il faut qu'ils donnent leur part de travail en compagnie de leurs parents. Quant au bilan environnemental, même s'il y a très peu de mécanisation, même s'il n'y a pas de moissonneuse-batteuse, ça va de soi, malgré tout, on utilise des engrais, on utilise aussi la technique de la culture sur brûlis, c'est-à-dire qu'on met le feu à la forêt, donc du coup ça augmente les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est absolument catastrophique. L'agriculture commerciale, c'est quand même mieux. C'est du 50-50, parce que le fait qu'on ait des grandes exploitations immenses, alors ça peut ne pas forcément être considéré comme du positif, mais bon, ce sont des exploitations qui permettent d'avoir une activité très rentable. La taille est souvent liée à la rentabilité dans l'agriculture et pas qu'au Brésil. Et pour les propriétaires, ça permet de dégager d'énormes profits. Vous avez vu le planteur de soja qui se déplace en avion pour aller surveiller la récolte de ses champs. Il n'a pas l'air d'être dans la misère. Par contre, la main-d'œuvre, souvent immigrée, d'origine souvent africaine d'ailleurs, elle est très très mal payée, travaille dans des conditions très difficiles, avec des journées qui peuvent être équivalentes à 12 heures par jour, parce que vous avez compris, tout est chronométré, sur tout le temps de travail. Donc là, on ne peut pas dire que ça soit très, très positif comme bilan pour ces gens-là. En plus, c'est une agriculture qui est à peu près pas respectueuse du tout de la nature, de l'environnement. Vous avez vu, on ne respecte pas le cycle des saisons, on fait 2 récoltes de soja dans la même année, on épuise les sols, donc on les bourre à mort d'engrais chimiques pour compenser, on pollue énormément avec les moissonneuses batteuses, on défriche la forêt de manière systématique, bref, c'est une véritable catastrophe sur le plan environnemental. Quant à l'agriculture bio, alors là, l'agriculture bio, là par contre, tous les voyants sont au vert, enfin, parce que je l'ai bien voulu. Parce que si j'avais voulu, j'aurais pu faire apparaître que l'agriculture bio, elle n'est accessible qu'aux riches. Donc ça aurait été probablement du négatif. J'aurais pu aussi faire valoir que si tous les paysans brésiliens se mettent à cultiver en bio, il est probable que la sécurité alimentaire ne sera plus assurée, parce qu'encore une fois, quand on cultive en bio, on cultive moins que quand on cultive en intensif, en bourrant à mort de pesticides. Donc, il ne faudrait pas trop idéaliser non plus l'agriculture bio. C'est comme tout, elle a aussi ses inconvénients, elle a ses défauts, mais malgré tout, il est clair qu'au regard du développement durable, tous les voyants sont au vert. Vous avez des exploitations de taille adaptée, vous avez une activité qui est chaque jour plus rentable,
des agriculteurs et leurs familles qui vivent de mieux en mieux, qui vivent très bien de leur travail, un lien social fort qui se tisse entre producteurs, consommateurs, un lien de confiance. On ne craint pas un scandale sanitaire. L'agriculture bio, c'est pas du poison, alors que l'agriculture commerciale, des fois, ça peut arriver. On a une agriculture qui est particulièrement respectueuse de l'environnement, qui utilise un peu le tracteur, bien sûr, hein, c'est pas une agriculture, comment dirais-je, entièrement manuelle, mais on n'utilise ni d'engrais ni de pesticides d'origine chimique. Alors maintenant qu'on a fait ça, je vous propose de faire la deuxième partie du tableau, c'est-à-dire maintenant, globalement, vous continuez à mettre du vert et du rouge, mais cette fois-ci, pour chacun des angles d'attaque économique, sociale, environnementale, et pour les 3 types d'agriculture. Eh bien, le bilan est sans appel. Pour l'agriculture vivrière, les 3 bilans sont dans le rouge, ce qui veut clairement dire que l'agriculture vivrière a peu d'avenir et qu'en tout cas, elle n'est pas durable. Pas au sens du développement durable, puisque on ne peut s'appuyer sur aucun des 3 piliers pour durer, ni économique, ni social, ni environnemental. Même chose pour l'agriculture commerciale d'exportation. Alors certes, c'est une agriculture extrêmement puissante, riche, oui, mais elle n'est pas durable non plus parce que le bilan social n'est pas fameux et surtout le bilan environnemental est absolument désastreux. Ce qui fait que seule l'agriculture bio, et ça ne surprendra pas grand monde je pense, est en mesure d'être considérée comme une agriculture durable. Le problème, et ce n'est pas un petit détail, je vous le rappelle, c'est que cette agriculture ne représente aujourd'hui que 1% de l'agriculture brésilienne. Donc ça veut dire en théorie que 1% de l'agriculture brésilienne est considérée comme durable. Donc ça en fait 99% qui ne l'est pas. Nous en avons donc fini, je pense, avec notre dossier sur les agricultures brésiliennes et je vous propose de redécouvrir ou de redécouvrir 3 chiffres clés importants à connaître. Donc le premier, on l'a déjà vu, c'est que l'agriculture brésilienne atteint le 5e rang mondial pour les exportations, donc elle le doit à l'agriculture commerciale d'exportation, 5e rang mondial. La moitié, même plus de la moitié, 56% de la surface agricole utile, la SAU, est cultivée par des plantations qui dépassent les 500 hectares, mais qui peuvent atteindre 1000, 10 000 hectares, pourquoi pas. C'est-à-dire que là encore, c'est l'agriculture commerciale d'exportation qui apparaît ici. Et enfin, en 20 ans, 20% de la forêt amazonienne a été dévorée par les fronts pionniers. Et là encore, toujours à cause de l'agriculture commerciale d'exportation. Voilà, je vous laisse découvrir maintenant la leçon consacrée à l'agriculture du Brésil, ou si vous préférez les agricultures du Brésil et leurs enjeux, notamment en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes de développement durable. Et normalement, vous devriez retrouver dans la leçon à peu près tout ce que nous venons de voir ensemble. Je vous en souhaite une bonne lecture, un bon apprentissage et je vous dis à bientôt.